Aujourd'hui, nous allons expliquer tous les fléaux dans Jujutsu Kaisen. Nous commencerons par le plus faible fléau de Roppongi, mais dans les parties suivantes de la vidéo, nous couvrirons des fléaux beaucoup plus forts et intéressants. Numéro 12, le fléau de Roppongi. Peu de temps après avoir été accepté à l'école d'exorcisme de Tokyo, Yuji Itadori a rejoint une équipe avec Megumi et une nouvelle étudiante, Nobara. Pendant que Megumi se remettait de ses blessures infligées lors de son combat précédent, Yuji et Nobara ont été chargés par Gojo de nettoyer un entrepôt abandonné à Roppongi. C'est là qu'ils ont rencontré un fléau particulièrement méchant qui avait pris un garçon en otage. Ce fléau était remarquable non pas pour sa force, mais pour sa ruse et son intelligence. Il a utilisé le garçon comme bouclier et était prêt à tuer l'enfant pour se sauver, et si Yuji n'avait pas mené une attaque surprise à temps, cette situation aurait pu être bien pire. Numéro 11, le fléau du club occulte. Le premier fléau que Yuji ait jamais rencontré est celui qui a attaqué ses amis du club occulte dans son ancienne école. Le fléau était à l'école à la recherche d'un des doigts de Sukuna, qui sont des objets maudits de grade spécial qui attirent les fléaux. Ce fléau était physiquement fort et assez intelligent pour tendre une embuscade à Megumi lorsqu'il n'était pas attentif. Alors que Megumi est malmené par le fléau, Yuji intervient et le sauve. Yuji affronte le fléau, mais ce dernier le domine facilement. Megumi explique à Yuji qu'il faut de l'énergie occulte pour l'exorciser. Yuji se demande pourquoi le fléau recherche le doigt et Megumi répond que le fléau veut le manger pour devenir plus fort. Le fléau a gravement blessé Megumi au point qu'il a été forcé de dissiper son Shikigami, le laissant complètement sans défense. Si Yuji n'avait pas mangé le doigt de Sukuna pour avoir accès à l'énergie occulte afin de combattre le fléau, il est probable que ni lui ni Megumi n'auraient survécu à la rencontre. Numéro 10, les porteurs de doigts. Les porteurs de doigts sont un type de fléau de grade spécial qui émerge de matrices maudites engendrées par les doigts de Sukuna. Ils commencent comme des matrices maudites où ils se développent jusqu'à la naissance. Pendant cette période, ils peuvent être vus par les non-exorcistes. Une fois nés, ils peuvent créer une version incomplète d'une extension de territoire qui déforme les dimensions de leur lieu de naissance. Les porteurs de doigts possèdent les capacités normales d'un fléau, mais ils sont incroyablement puissants car ils possèdent l'un des doigts de Sukuna. Jusqu'à présent, ils sont montrés comme des mauvais esprits intelligents avec une propension à la cruauté et à se jouer de leurs adversaires, tout comme Sukuna lui-même. Pendant la mission visant à confirmer et secourir d'éventuels survivants au centre de détention pour mineurs, Yuji et Megumi rencontrent un porteur de doigts né de la matrice maudite précédemment signalée. L'esprit tranche la main gauche d'Itadori avant même qu'il ne puisse réagir. Yuji tente alors de gagner du temps pour que Megumi puisse secourir Nobara. Une fois Megumi et Nobara sortis du centre, Yuji laisse la place à Sukuna. Le roi des fléaux tente initialement de coopérer avec le porteur de doigts, mais le fléau tente de le tuer pour finalement se faire complètement dominer. Sukuna est quelque peu amusé par les efforts du spécimen de grade spécial, mais au final, il active son extension de territoire hôtel démoniaque et exorcise le porteur de doigts, prenant son doigt par la suite. Un autre porteur de doigts a été rencontré par Megumi dans le territoire du fléau, sous le pont Yasuhashi. Après avoir exercé le fléau de la taupe, Megumi est surpris de trouver le territoire encore intact, sur quoi le porteur de doigts émerge pour l'affronter. Cependant, le porteur de doigts s'avère être bien plus fort que son homologue du centre de détention pour mineurs, dominant complètement Megumi et brisant son épée. Seul son Shikigami l'a sauvé d'une mort certaine. Néanmoins, le porteur assomme temporairement Megumi, le forçant à reculer dans un coin. Cela pousse Megumi à envisager sérieusement une tactique désespérée, mais il l'abandonne pour essayer une extension de territoire incomplète. Le fléau est temporairement submergé par les attaques combinées de Megumi et de son Shikigami, mais finit par dissiper le territoire en utilisant une déflagration d'énergie occulte explosive. Cependant, cela s'avère être une diversion car le porteur de doigts imprudent est poignardé par le chien de Jade, l'exorcisant et dissipant finalement le territoire. Numéro 9, Keshizu. Keshizu est un fœtus des 9 phases et le plus jeune frère de Chozo et Eso. Lui et Eso servent d'antagonistes principaux lors de l'arc instinct grégaire. Keshizu ressemble beaucoup plus à un fléau que ses frères humanoïdes. Il a un petit visage sur la partie supérieure de sa tête et une énorme bouche juste en dessous. Keshizu a été envoyé en mission au pont Yasuhashi pour récupérer l'un des doigts de Sukuna. Une fois sur le pont, Keshizu entre dans le territoire du fléau et rencontre Yuji, Nobara et Megumi. Keshizu se bat avec Yuji, tentant de lui tirer du sang dessus, mais échoue.
Alors que Keshizu attrape Yuji, ce dernier se contorsionne pour s'échapper avant de donner un coup de pied à Keshizu pour l'éloigner. Keshizu proclame alors que Yuji est fort et que ce n'est pas amusant. Quand Eso sort Nobara du territoire, Keshizu décide de partir aussi avec Yuji qui le suit de près. Lorsque Keshizu et Yuji sortent du territoire du fléau, il remarque le dos d'Esso et s'excuse rapidement de l'avoir mise en colère alors qu'Esso force Yuji et Nobara à fuir. Keshizu prend un raccourci et les coupe. Il en profite pour frapper Yuji avec son sang lorsqu'Esso désactive leur technique de décomposition. Nebara utilise son propre corps pour blesser les deux frères. Pendant que Keshizu est distrait par cela, Yuji commence à l'attaquer. Keshizu se relève ensuite et part à la poursuite de Nobara, mais celle-ci utilise le rayon noir pour blesser Keshizu. Lorsque Nobara tourne le dos à Keshizu, celui-ci tente de la tuer, mais Nobara utilise l'épingle à cheveux sur Keshizu pour le tuer. Numéro 8, Eso. Eso sort Nobara du territoire du fléau et lui dit qu'elle peut partir puisque la mission des frères n'implique pas de tuer des exorcistes. Comme Nobara est confuse sur la mission d'Esso, celui-ci dit qu'il pensait que les exorcistes étaient également envoyés pour récupérer le doigt de Sukuna. Lorsque Megumi récupère le doigt, Eso sent que le doigt a quitté le territoire. Eso décide d'aller récupérer le doigt avec Nobara qui le suit. Nobara fait remarquer sa façon étrange de courir, à laquelle Eso répond qu'il a un complexe avec son dos et qu'il la tuera si elle le voit. Eso utilise sa technique supérieure de putréfaction, souverain ailé, et commence à attaquer Nobara et Yuji. Eso désactive ensuite sa technique de putréfaction et explique comment Yuji et Nobara vont mourir. Il leur demande s'ils veulent être tués plus vite, ce à quoi Nobara répond en utilisant sa technique résonance sur elle-même pour blesser les frères. Eso réfléchit à la technique de Nobara et pense qu'elle ne suffira pas à le tuer avant qu'elle ne meure. Quand Yuji et Nobara changent de cible, Eso réfléchit à leur situation et décide de ne pas désactiver sa technique. Quand Keshizu appelle Eso, celui-ci se souvient de ce que leur frère aîné leur a dit et désactive sa technique. Quand Yuji utilise le rayon noir pour arracher le bras d'Esso, celui-ci réfléchit à comment Yuji a pu faire ça alors qu'il avait renforcé ses bras avec de l'énergie occulte avant même que Yuji n'attaque. Esso sent alors que Keshizu est mort et s'excuse auprès de son frère aîné de ne pas l'avoir sauvé. Lorsqu'une voiture passe soudainement devant eux, Eso saisit sa chance pour monter dans la voiture et prendre un otage. Alors que la voiture s'éloigne, Eso prévoit de se guérir et de se venger de Yuji et Nobara pour avoir tué son frère. Lorsqu'Esso regarde là où se trouve Keshizu, il remarque Nobara et se demande ce qu'elle fait pendant que Nobara utilise sa technique de résonance sur le bras sectionné d'Esso pour lui infliger des dommages. Esso tombe de la voiture et Yuji saisit cette chance pour finalement le tuer. Numéro 7, Chozo. Chozo est l'un des fœtus des 9 phases et est classé comme un fléau de grade spécial. Il s'est incarné dans le corps d'un humain et ressemble maintenant à un humain. Les fœtus des 9 phases étaient considérés comme dangereux par la société des exorcistes et ils ont été enfermés dans l'entrepôt secret de l'école d'exorcisme de Tokyo pendant plus de 150 ans. Chozo et ses frères y sont restés jusqu'à ce que le groupe de Kenjaku les en fasse sortir lors du tournoi de Kyoto. Chozo est resté principalement à la base de Kenjaku avant l'incident de Shibuya. Il a reçu une vision de la mort de ses frères après qu'ils aient été anéantis par Yuji et Nobara. Il a décidé de les venger en tuant Yuji, alors il a rejoint les forces principales de Kenjaku pendant l'arc du drame de Shibuya. Il a combattu Gojo avec d'autres fléaux, mais il était assez évident qu'il n'avait aucune chance contre lui. Après que Gojo ait finalement été scellé dans la lisière des supplices, les fléaux ont pu enfin se mettre en mouvement et Chozo a commencé à chercher Yuji. Chozo l'a trouvé assez rapidement et leur bataille a commencé. C'était un combat à sens unique pour la plupart du temps, Chozo étant visiblement plus fort que Yuji. Yuji a été blessé à plusieurs reprises pendant leur combat et Chozo était sur le point de le tuer, mais soudain il a eu un blanc. Il a eu une vision de Yuji étant son frère. Chozo ne savait pas ce qui se passait et il a décidé de s'enfuir et d'y réfléchir. Il a laissé Yuji se ressaisir et aller de l'avant. Plus tard, lorsque Chozo a finalement éclairci son esprit et compris qu'il devait protéger Yuji comme son frère, il a rejoint la mêlée contre Kenjaku. Malheureusement, lui et le reste des exorcistes n'ont rien pu faire contre l'ancien exorciste. Après que les ennemis se soient enfuis, Chozo reste sur place avec Yuji. Il dit qu'ils ne peuvent retourner nulle part car il a tué trop de gens, y compris les frères de Chozo. Ce dernier a pardonné à Yuji et lui a conseillé de continuer. Même si Chozo était un fléau, il a montré de nombreuses caractéristiques humaines, comme son amour pour ses frères, et aussi le fait de se ranger du côté de Yuji et de se retourner contre d'autres fléaux afin de le protéger. C'est un personnage que de nombreux fans finiront par apprécier à l'avenir. Numéro 6, Hanami. À première vue, Hanami ne semble pas aussi intimidant ou fort que certains autres fléaux, mais les apparences peuvent être trompeuses. Hanami est facilement l'un des plus puissants fléaux de la série et a été capable d'affronter plusieurs exorcistes à la fois.
Hanami est le type d'esprit qui se soucie de la planète et déteste les humains qui l'ont maltraité pendant des milliers d'années. Il souhaite tuer les humains afin de les sacrifier pour qu'ils puissent être des sages dans un monde plus propre, contrôlé par les fléaux qui respecteront la Terre. Hanami est l'un des fléaux de grade spécial avec un corps incroyablement résistant, un sort inné qui contrôle les plantes et une capacité étonnante à dissimuler sa présence. Il a pu surprendre Gojo et profiter momentanément de la vulnérabilité de Yuji en utilisant son champ de fleurs et un monstre en bois afin de secourir Jogo. C'était possible grâce à la combinaison de l'intelligence élevée de Hanami en tant que fléau, ainsi que de ses capacités d'évasion et de sa présence cachée. Gojo lui-même salue la capacité de Hanami à s'enfuir, capable d'éviter la forte perception du sixième œil, et affirme même trouver Hanami beaucoup plus menaçant que l'audacieux Jogo. Pendant le tournoi de Kyoto, Hanami envahit l'école avec ses alliés. Il se dirige vers l'endroit où les étudiants se battent et rencontre Toge. Hanami combat alors Toge jusqu'à ce qu'il tombe sur Megumi et Noritoshi. Il essaie ensuite d'attaquer les trois, mais Toge le retient en utilisant l'incantation. Le groupe l'attaque alors, mais n'est pas capable de lui infliger de dommages significatifs. Il est ensuite envoyé en l'air quand Toge utilise le reste de ses forces, mais n'est pas envoyé bien loin. Maki arrive et Hanami se bat contre elle et Megumi. Alors que Hanami commence à prendre l'avantage, Yuji et Todo arrivent pour secourir les deux autres. Il combat ensuite Yuji et est blessé lorsque Yuji lui assène un rayon noir. Hanami continue de se battre contre les deux, mais est continuellement blessé par leurs attaques. Il est acculé et tente de voler l'énergie vitale des plantes avoisinantes, mais il est stoppé lorsque Gojo arrive finalement. Il est ensuite touché par l'équation imaginaire violet de Gojo et est grièvement blessé. Cependant, il est capable de s'échapper, s'accrochant à peine à la vie. Numéro 5, Dagon. Dagon est un fléau de grade spécial avec d'énormes quantités d'énergie occulte et la capacité de manipuler l'eau. Sous sa forme de fœtus des 9 phases, plus faible, Dagon peut facilement se débarrasser de nombreux non-exorcistes simplement en les dévorant. Il peut invoquer son propre territoire et manifester une grande quantité d'eau. Dagon, sous sa forme totalement libérée, est beaucoup plus puissant et il peut rivaliser avec la force de ses alliés de grade spécial. Sa force était suffisamment élevée pour affronter le chef de la famille Zenin, Naobito Zenin. En utilisant son territoire, Dagon peut vaincre un groupe d'exorcistes de haut rang. Naoto, Maki, Nanami et Megumi réunis n'ont pas pu vaincre Dagon à l'intérieur de son territoire malgré leurs efforts conjugués. Lorsque Toji entre dans le territoire, Dagon remarque que Toji n'a pas d'énergie occulte et l'attaque avec un faible Shikigami. Toji se débarrasse facilement du Shikigami et attaque Dagon, ce qui le pousse à s'interroger sur la puissance de Toji. Dagon attaque avec plus de Shikigami, mais encore une fois, Toji les élimine facilement. Il tente de s'échapper, mais Naobito bloque son chemin et Toji en profite pour attaquer et exorciser Dagon. Numéro 4, Mahito. Mahito est l'un des principaux antagonistes de la série Jujutsu Kaisen. C'est un fléau allié au faux ghetto. Le but ultime de son groupe est l'éradication de l'humanité et le remplacement final de la population par des fléaux. Mahito est un fléau sadique et immature qui aime jouer avec les émotions humaines. Il croit être né de la transgression humaine et se considère comme la manifestation même de la haine mutuelle entre les humains. Par conséquent, Mahito croit que les humains devraient être exterminés et que les fléaux devraient régner à leur place. C'est un fléau de grade spécial non enregistré qui éclipse le pouvoir d'au moins 3 des doigts de Sukuna. Il est plus jeune que Jogo et par conséquent est moins expérimenté et moins puissant. Malgré cela, Mahito est bien au-dessus de ce qu'un fléau de grade spécial serait normalement. Il a une très grande intelligence et des sorts extrêmement dangereux. Mahito a un potentiel de développement incroyable car à maintes reprises, il s'est développé au milieu d'une bataille. Dans l'épisode 9, on révèle que certains lycéens ont été tués par Mahito afin d'obtenir les faveurs d'un garçon nommé Junpei, qu'ils avaient maltraité. Il s'avère que Mahito a tué les 3 adolescents en posant une main sur leur tête, les faisant instantanément se déformer et exploser. C'est la première fois que les spectateurs sont témoins de Mahito utilisant sa technique signature appelée altération absolue. Plus tard, Mahito rencontre Kento Nanami et les deux commencent leur combat. Finalement, Nanami s'échappe en ensevelissant Mahito sous les décombres. C'est, à mon avis, l'un des combats les plus intéressants de l'anime jusqu'à présent car c'est la première fois que nous avons pu voir les pouvoirs uniques de Nanami et Mahito. Il réapparaît plus tard pendant le combat entre Yuji et Junpei. Mahito retient Yuji, utilisant ses capacités pour transformer Junpei. Mahito rit après la mort de Junpei, à ce moment-là, Yuji le frappe. Il remarque qu'il y a quelque chose de différent dans ce coup de poing et réalise que Yuji peut naturellement le blesser. Mahito affronte alors Yuji et parvient à le forcer à se rendre dans la cour.
À l'extérieur, pendant que les deux se battent, Nanami arrive et essaie d'aider Yuji. Mahito, après avoir été attaqué par les deux exorcistes en même temps, utilise l'extension de son territoire pour piéger Nanami et laisse Itadori en dehors. Alors qu'il se prépare à le tuer, Yuji entre de force dans son territoire en tant que Sukuna et blesse grièvement Mahito qui parvient à s'échapper juste à temps. Mahito retourne ensuite dans les égouts et pense à la puissance de Sukuna et à la façon dont il tuera Yuji ensuite. Jogo est un fléau d'une puissance immense. Il est le plus puissant du groupe de Kenjaku et probablement le fléau véritable le plus puissant de la série. Sa puissance surpasse celle du plus puissant fœtus des 9 phases et n'est dépassée que par des fléaux vengeurs comme Sukuna et des exorcistes de grade spécial comme Gojo. Avec ses techniques immensément dangereuses et son énorme énergie occulte, Jogo est assez fort pour être reconnu par Sukuna lui-même. Son pouvoir équivaut à 8 ou 9 doigts de Sukuna. Jogo a un immense orgueil en tant que fléau et une haine dévouée envers les humains. Selon sa croyance, les fléaux sont la véritable forme de l'humanité, car ils représentent les vérités pures de la vie comme la haine, tandis que les humains normaux feignent tellement d'émotions positives. Nous voyons Jogo pour la première fois avec Hanami et Dagon dans un restaurant. Pendant la réunion, Jogo révèle qu'il projette de détruire tous les humains. Jogo demande également à Suguru comment vaincre les exorcistes, ce à quoi Suguru leur dit qu'ils doivent d'abord sceller Gojo, puis avoir Sukuna de leur côté. Alors que Jogo suggère qu'ils aillent simplement tuer Gojo, Suguru lui dit qu'ils ne sont pas capables de faire ça et qu'ils auront besoin d'un saut spécifique pour le piéger. Plus tard, Jogo part seul attaquer Gojo quand il est seul. Jogo lance de multiples attaques sur Gojo, mais est choqué de voir ce dernier en sortir indemne. Comme Jogo refuse d'accepter cela, Gojo en profite pour lui porter de multiples coups. Il est ensuite propulsé dans les airs par un simple coup de pied de Gojo. Jogo se souvient que Suguru lui a dit qu'il mourrait s'il décidait d'attirer Gojo dans son territoire. Jogo est choqué de voir que Gojo va complètement bien et qu'aucune de ses attaques ne semble lui infliger de dommages. Il se retrouve soudainement piégé par le territoire de Gojo, alors qu'il remarque qu'il est désormais capable de tout voir et ressentir. Gojo l'attrape et lui explique comment fonctionne sa technique. Il est finalement épargné par Gojo puisque ce dernier a des questions à lui poser. Alors que Gojo commence à poser des questions, Jogo est sauvé par Hanami. Il est ensuite amené dans le territoire de Dagon, où Suguru explique qu'ils devront s'occuper de Gojo à un autre moment et un autre endroit. Même si Jogo a perdu contre Gojo, il a démontré une puissance brute incroyable et sa technique de territoire lui aurait probablement permis de vaincre presque n'importe quel autre exorciste piégé à l'intérieur. Par conséquent, nous le considérons comme l'un des fléaux les plus puissants de toute la série. Numéro 2, Rika, l'esprit vengeur. Rika Horimoto n'était qu'une fille ordinaire au tout début du manga, mais les choses ont pris un tournant tragique pour elle. Non seulement elle a perdu son apparence de femme, mais elle fut également convertie en un fléau immonde. Même après ce changement drastique de son apparence, une chose qui est restée constante était son amour pour Yuta. Vous pouvez dire qu'elle est naïve, mais elle a une idée claire de qui elle veut protéger. Rika est l'un des personnages essentiels du manga. Elle, en tant que partenaire à plein temps de Yuta, joue un rôle important dans le développement de sa personnalité. Elle a sauvé la vie de Yuta à plusieurs reprises. Lorsqu'il a tenté de se suicider, elle s'est mise sur son chemin et l'en a empêché. Rika a également joué un rôle vital dans la défaite de Geto. Si elle était tombée entre les mains de Geto, cela aurait été terrible pour les exorcistes car selon Geto, elle était la reine des fléaux. Le 24 décembre, pour exécuter son plan et gagner la guerre, Geto a envahi l'école. Son objectif principal était d'éliminer Yuta et de faire passer Rika de son côté. Pendant leur rencontre, Yuta invoque Rika et se bat contre Geto et les fléaux autour d'eux. Yuta demande à Rika d'escorter son ami dans un endroit plus sûr, ce que Rika accepte volontiers. Rika et Geto s'affrontent alors en face à face. Quand Geto voit l'immense démonstration de puissance de Rika alors qu'elle écrase et démantèle facilement ses fléaux, son désir d'acquérir Rika devient encore plus important. Geto réduit alors la distance entre eux et convertit la bataille en un combat rapproché dans lequel il domine facilement Rika. Cependant, être dans un combat rapproché a fait que Geto a révélé tous ses styles de combat devant Yuta, qui a alors utilisé cette révélation à son avantage et a réussi à acculer Geto. Cependant, le combat ne s'arrête pas là, car Geto a encore un tour dans son sac. Alors pour gagner, il utilise sa technique supérieure, spirale à sa limite, qui consiste à combiner les 4000 fléaux qu'il a en sa possession pour faire une attaque d'un seul coup. Yuta, à ce stade, abandonne et remercie Rika de l'avoir toujours protégée, puis l'embrasse en guise d'adieu. Cependant, ce baiser déchaîne Rika qui brise toutes les limites maudites sur elle. Rika a alors déverrouillé le véritable potentiel qui lui a permis d'utiliser une puissante déflagration qui a anéanti tous les esprits maudits de Geto, y compris Geto lui-même.
il n'y a aucun moyen que l'un des fléaux mentionnés précédemment puisse avoir la moindre chance de vaincre Rika, et c'est pourquoi elle mérite définitivement la deuxième place sur notre liste. Numéro 1, Sukuna. Ryomen Sukuna est un puissant fléau connu comme le roi incontesté des fléaux. C'est le fléau le plus puissant à avoir jamais foulé la surface de la Terre. Selon la légende, pendant l'âge d'or de l'exorcisme, il y a plus de 1000 ans, Sukuna était un démon imaginaire. Cependant, en vérité, c'était un exorciste humain et d'autres exorcistes ont tout donné pour le vaincre. Après sa mort, il est devenu un fléau trop fort pour que son corps soit complètement détruit. Depuis lors, ses restes de 20 doigts indestructibles conservés dans de la cire funéraire traversent les âges en tant qu'objet maudit dont la puissance ne cesse de croître. L'un des doigts de Sukuna était conservé dans une boîte scellée au lycée Sugisawa. Le club occulte de l'école avait pris le doigt de la boîte et avait essayé d'enlever le sceau qui y était placé. Une fois qu'ils ont retiré le sceau du doigt, d'autres esprits maudits ont attaqué les membres du club. Alors que Yuji et Megumi venaient sauver les membres du club, Yuji a mangé le doigt afin de combattre les esprits maudits, ce qui a fait que Yuji a partagé son corps avec Sukuna. Sukuna est égoïste, sans cœur, immortel et exceptionnellement sadique. En raison de son immense puissance, il se soucie rarement des conséquences de ses actes, même si celles-ci affectent son hôte Yuji Itadori. En fait, il provoque et insulte fréquemment Yuji, l'appelant le gosse, riant et profitant même de son désespoir à plusieurs reprises. Bien que Yuji soit le réceptacle parfait pour l'âme de Sukuna, Sukuna parvient encore occasionnellement à arracher le contrôle à Yuji et à profiter de sa liberté. En tant que fléau le plus puissant de toute la série, Sukuna possède d'immenses quantités d'énergie occulte. Sa présence s'est fait sentir dans tout Shibuya une fois qu'il a été réveillé. Son énergie occulte est similaire à celle de Satoru Gojo dans son immensité, mais différente par sa nature profondément maléfique. Il a rapidement réussi à submerger et vaincre Jogo, le fléau le plus puissant du groupe de Geto. Même Gojo a reconnu la force de Sukuna, affirmant que le combattre serait difficile. À chacune de ses apparitions, Sukuna a prouvé qu'il est de loin le fléau le plus puissant ayant jamais existé. Il a grièvement blessé Mahito quand il était en colère, a vaincu Jogo sans grande difficulté et est même parvenu à vaincre Makora, ce qu'aucun utilisateur de la technique des 10 ombres et même un membre de la famille Gojo n'avait réussi à faire. Sa force est si grande que Mahito et Jogo étaient convaincus que la résurrection de Sukuna assurerait leur succès. La force de Sukuna n'a de rival que chez d'autres personnages de grade spécial comme Yuta et Gojo. Cliquez sur cette vidéo pour voir plus de contenu comme celui-ci.